Chaque jour, sans même y penser, nous utilisons notre identité numérique. Quand vous vous connectez à votre banque en ligne, quand vous vous accédez à vos services publics sur Internet, ou même quand vous vous authentifiez sur votre smartphone avec votre empreinte digitale, vous utilisez votre identité numérique. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce si important pour nos organisations? Et surtout, comment bien l'appréhender pour prendre les bonnes décisions? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, où je vais essayer de vous expliquer tout cela de manière simple et concrète. L'identité numérique, c'est tout simplement votre vous dans le monde digital. Imaginez votre carte d'identité physique. Elle contient votre nom, votre photo, votre date de naissance. Elle permet de prouver qui vous êtes dans le monde réel. Eh bien, l'identité numérique, c'est exactement la même chose, mais pour le monde numérique. Concrètement, votre identité numérique, c'est un ensemble d'informations qui permettent de vous identifier de manière certaine sur Internet. Cela peut être votre nom et prénom, bien sûr, mais aussi des éléments plus techniques, comme des certificats électroniques, des données biométriques comme votre empreinte digitale, ou encore des identifiants uniques constitués au hasard de chiffres et de lettres. Il existe 3 grands modèles d'identité numérique. Le modèle centralisé, où un seul organisme gère tout, il crée les identités, les vérifie, les authentifie. C'est simple, mais cela crée une dépendance totale à cet organisme. Il est notamment utilisé dans les entreprises. Le deuxième modèle, c'est le modèle fédéré, comme celui de France Connect en France, où plusieurs fournisseurs d'identité comme les impôts, l'assurance maladie et la poste peuvent certifier votre identité et vous choisissez lequel utiliser selon vos préférences. Pour les banques et certains services sensibles, il y a même France Connect Plus qui offre un niveau de sécurité renforcé en lien avec le ministère de l'Intérieur. Et le troisième modèle, plus innovant, c'est l'identité autosouveraine ou décentralisée. Là, c'est vous qui contrôlez directement votre identité numérique, souvent grâce à des technologies de blockchain. Vous décidez quelles informations partager, avec qui et quand. Par exemple, vous pourriez prouver que vous êtes majeur sans révéler votre date de naissance exacte. La différence fondamentale avec l'identité physique, c'est que l'identité numérique peut être vérifiée instantanément, à distance, et elle peut contenir beaucoup plus d'informations. Elle peut aussi être liée à plusieurs services en même temps, tout en vous laissant le contrôle sur ce que vous partagez. Maintenant que vous savez ce que c'est, parlons de pourquoi c'est si important pour nos organisations. Premier avantage majeur, la simplification. Avec l'identité numérique, fini les dossiers papier qui traînent, fini les photocopies de pièces d'identité, fini les déplacements pour vos démarches administratives simples. Vos clients, vos usagers peuvent s'authentifier en quelques clics depuis chez eux 24 heures sur 24. Prenons un exemple concret avec l'ouverture d'un compte bancaire. Auparavant, il fallait se déplacer en agence, apporter ses papiers, attendre que l'employé vérifie tout manuellement. Aujourd'hui, avec l'identité numérique, cette même ouverture de compte peut se faire entièrement en ligne en quelques minutes. Le système vérifie automatiquement l'identité, les documents sont authentifiés numériquement et le compte est ouvert immédiatement. Deuxième avantage, la sécurité. Paradoxalement, l'identité numérique peut être plus sécurisée que l'identité physique. Une carte d'identité peut être falsifiée, perdue, volée. Une identité numérique bien conçue utilise des technologies cryptographiques très avancées, de la biométrie et des systèmes d'authentification à plusieurs facteurs qui la rendent extrêmement difficile à pirater. Troisième avantage, l'efficacité économique. Pour vos organisations, l'identité numérique permet de réduire drastiquement les coûts de traitement des dossiers. Plus besoin de personnel pour vérifier manuellement les documents, plus de risques d'erreurs de saisie ou de ressaisie, plus de stockage physique de dossiers. Tout est automatisé, vérifié et archivé numériquement. Enfin, l'identité numérique favorise l'innovation. Elle permet de créer de nouveaux services qui n'étaient pas possibles auparavant. Par exemple, la télémédecine sécurisée, où patients et médecins peuvent interagir à distance en étant certains de l'identité de leur interlocuteur. Ou encore les contrats intelligents qui s'exécutent automatiquement quand certaines conditions sont remplies. Parlons maintenant d'exemples concrets que vous utilisez peut-être déjà sans le savoir. En France, nous avons France Connect, c'est le système d'identité numérique de l'État français. Plus de 40 millions de Français l'utilisent déjà pour accéder à plus de 1400 services en ligne.
Le principe est simple. Au lieu de créer un nouveau compte pour chaque service public, vous utilisez vos identifiants des impôts, de l'assurance maladie ou de la poste pour vous connecter partout. Concrètement, si vous voulez faire une demande de passeport en ligne, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte sur le site de la préfecture. Vous cliquez sur « Se connecter avec France Connect », vous choisissez votre fournisseur d'identité, disons les impôts, vous vous connectez avec vos identifiants habituels, et voilà, vous êtes authentifié sur le site de la préfecture, simple, rapide, sécurisé. Dans le secteur privé, vous utilisez déjà l'identité numérique sans le savoir. Quand vous vous connectez à votre banque en ligne avec votre code client et votre mot de passe, puis que vous validez avec un SMS ou votre empreinte digitale, vous utilisez un système d'identité numérique à authentification forte. Quand vous payez avec votre smartphone en approchant votre téléphone du terminal, votre identité numérique est vérifiée par votre empreinte ou votre code, puis transmise de manière sécurisée pour autoriser le paiement. Dans le domaine de la santé, Mon Espace Santé permet à chaque Français d'accéder à ses données médicales, de les partager avec les professionnels de santé de son choix et de bénéficier de services personnalisés. Tout cela en étant certain que seules les bonnes personnes accèdent aux bonnes informations. En entreprise, l'identité numérique révolutionne la cybersécurité avec l'approche Zero Trust. Votre identité devient la clé de voûte de la sécurité. Que vous soyez employé, prestataire ou partenaire, votre accès au système et aux données est déterminé par votre identité numérique, et dans l'éducation, de plus en plus d'universités utilisent l'identité numérique pour délivrer des diplômes numériques infalsifiables, que les employeurs peuvent vérifier instantanément. Certains pays expérimentent même le vote électronique sécurisé par l'identité numérique. Maintenant, soyons honnêtes, l'identité numérique, ce n'est pas que des avantages, il y a aussi des risques réels qu'il faut connaître et anticiper. Le plus fréquent, c'est l'usurpation d'identité, et les chiffres sont impressionnants. En France, plus de 210 000 personnes sont victimes d'usurpation d'identité chaque année. C'est plus que le nombre de victimes de cambriolage. Alors comment mettent-ils en œuvre ce délit? Les criminels utilisent principalement deux méthodes. D'abord le phishing par email, où ils vous envoient un message qui ressemble à celui de votre banque ou d'une administration, vous demandent vos identifiants pour vérifier votre compte, et une fois qu'ils les ont, ils peuvent agir en votre nom. La deuxième méthode, c'est la création de faux profils sur les réseaux sociaux. Le criminel se fait passer pour quelqu'un de votre entourage, gagne votre confiance, puis vous demande de l'argent pour une urgence fictive. Cela a été le cas dernièrement avec une actualité qui a défrayé la chronique, où un faux Brad Pitt a permis d'escroquer des centaines de milliers d'euros à une victime. Aujourd'hui, l'IA peut créer de fausses vidéos de vous, de faux enregistrements audio, des deepfakes si réalistes qu'il devient très difficile de distinguer le vrai du faux. Selon les experts, 43% des tentatives de fraude utilisent désormais l'IA. Il y a aussi le risque de surveillance. L'identité numérique laisse des traces. Chaque fois que vous l'utilisez, vous créez une donnée qui peut être collectée, analysée, recoupée avec d'autres informations. Dans de mauvaises mains, cela peut devenir un outil de surveillance généralisé. Et puis il y a le risque d'exclusion. Si tout devient numérique, que deviennent les personnes qui ne maîtrisent pas ces technologies? Les personnes âgées, celles qui n'ont pas accès à Internet, celles qui n'ont pas de smartphone. Il faut absolument éviter de créer une société à deux vitesses. Enfin, il y a les risques techniques, les pannes, les cyberattaques contre les systèmes d'identité numérique, les failles de sécurité qui peuvent compromettre des millions d'identités d'un coup. Ces risques sont réels, mais ils ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être gérés, réduits, maîtrisés à condition de prendre les bonnes mesures. Parlons maintenant de l'avenir, parce que l'identité numérique, ce n'est que le début d'une transformation beaucoup plus large. D'ici 2030, l'Europe va déployer le portefeuille d'identité numérique européen, encadré par le règlement EIDAS 2.0. Imaginez une seule identité numérique qui vous permet d'accéder à tous les services publics et privés dans les 27 pays de l'Union européenne. Vous pourrez ouvrir un compte bancaire en Allemagne, vous inscrire à l'université en Espagne ou créer votre entreprise en Italie avec la même identité numérique française. C'est une révolution pour la mobilité européenne. D'autres initiatives existent. L'Estonie fait figure de pionnière avec son e-residency qui permet à n'importe qui dans le monde d'obtenir une identité numérique estonienne.
Chaque pays adopte son approche et l'enjeu maintenant, c'est l'interopérabilité mondiale. La technologie va aussi évoluer de manière spectaculaire. Fini les mots de passe, les standards FIDO2 et WebAuthn permettent déjà d'utiliser des passkeys, des clés cryptographiques stockées sur vos appareils. Votre smartphone ou votre ordinateur devient votre clé d'identité. Et il est sécurisé par votre empreinte ou votre visage. La biométrie va devenir plus sophistiquée. Reconnaissance faciale, vocale, analyse de la démarche et même biométrie comportementale qui analyse votre façon unique d'utiliser votre smartphone ou votre ordinateur. Les cartes à puce et les tokens physiques vont coexister avec de nouvelles technologies pour offrir plusieurs niveaux de sécurité. La blockchain va permettre de créer des identités décentralisées où vous contrôlez directement vos données sans dépendre d'un organisme central. Vous pourrez choisir précisément quelles informations partager, avec quels services, et même révoquer ces autorisations à tout moment. L'intelligence artificielle va rendre l'authentification plus fluide et plus sécurisée. Le système pourra ajuster automatiquement le niveau de sécurité selon le contexte. Une authentification légère pour consulter votre solde bancaire, une vérification renforcée pour un virement important. Et ce n'est pas tout, l'identité numérique va s'étendre aux objets connectés. Votre voiture, votre maison intelligente, vos appareils médicaux auront leur propre identité numérique pour communiquer de manière sécurisée. Nous nous dirigeons vers un monde où l'identité numérique sera invisible mais omniprésente et pourtant essentielle à notre quotidien. Un monde où l'authentification se fera naturellement, sans friction, avec un objectif de sécurité maximale. Parlons du cadre juridique, parce que l'identité numérique ne peut pas se développer sans règles claires et protectrices. En Europe, nous avons le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui depuis 2018 encadre strictement l'utilisation des données personnelles et donc de l'identité numérique. Le RGPD vous donne des droits fondamentaux, le droit de savoir quelles données sont collectées sur vous, le droit de les corriger, le droit de les faire effacer et surtout le droit de contrôler leur utilisation. Concrètement, cela signifie que toute organisation qui gère votre identité numérique doit vous demander votre consentement explicite, vous expliquer clairement ce qu'elle fait de vos données et vous permettre de retirer ce consentement à tout moment. C'est votre droit à l'oubli numérique. Le règlement eIDAS 2.0 que j'ai mentionné tout à l'heure va encore plus loin. Il impose que tous les États membres de l'UE proposent un portefeuille d'identité numérique interopérable d'ici 2030. Mais surtout, il garantit que vous gardez le contrôle. Vous décidez quelles informations partager, avec qui et pour combien de temps. Pour les organisations, ces règlements créent des obligations précises. Vous devez respecter le principe de minimisation des données, ne collecter que ce qui est strictement nécessaire. Vous devez assurer la sécurité des données par des mesures techniques appropriées. Vous devez tenir un registre de qui accède à quoi et quand. C'est la traçabilité obligatoire. Et attention, les sanctions sont lourdes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial pour les violations du RGPD. Ce n'est pas symbolique, c'est dissuasif. En France, la CNIL veille au respect de ces règles et peut vous accompagner dans vos projets d'identité numérique. Elle a d'ailleurs publié des guides pratiques pour aider les organisations à se conformer à la réglementation. L'enjeu, c'est de créer un équilibre entre innovation technologique et protection des droits fondamentaux. L'identité numérique doit nous simplifier la vie, mais pas nous surveiller ou nous contrôler. Face à tous ces enjeux, je vais vous partager quelques clés essentielles pour protéger votre identité numérique. D'abord, les bonnes pratiques individuelles, en dire le moins possible lors des inscriptions en ligne, de donner que les informations strictement nécessaires, utiliser des pseudos plutôt que votre vrai nom quand c'est possible, créer des adresses e-mail spécifiques pour vos différents usages. Paramétrer correctement vos réseaux sociaux. Limitez qui peut voir vos publications. Cloisonnez vos différents usages et faites régulièrement le ménage dans les applications connectées à vos comptes. Vous avez le droit de demander l'effacement de contenus gênants, de corriger des informations obsolètes et même de demander au moteur de recherche de ne plus associer certains contenus à votre nom. Dernier réflexe, avoir une bonne hygiène informatique. Mettez à jour vos systèmes, utilisez des mots de passe forts et uniques,
activez l'authentification à deux facteurs partout où c'est possible et méfiez-vous des emails suspects. Pour les organisations, la protection passe par une approche structurée qui couvre tout le cycle de vie des identités numériques. D'abord, la gestion du cycle de vie avec la création d'une identité lors de l'arrivée d'un collaborateur, la modification des droits selon l'évolution de ses fonctions et surtout l'anonymisation immédiate lors de son départ. C'est crucial pour éviter les comptes fantômes qui restent actifs et exploitables à mauvais escient. Ensuite, la gestion des habilitations et des rôles. Chaque personne ne doit avoir accès qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Un commercial n'a pas besoin d'accéder aux données RH. Un comptable n'a pas besoin des données techniques. C'est le principe du moindre privilège. L'audit et la traçabilité sont également essentiels. Vous devez pouvoir répondre à ces questions. Qui a accédé à quelles données, quand et pourquoi? Cette traçabilité est non seulement une obligation légale, mais aussi un outil de détection des anomalies. L'authentification forte devient incontournable. Il ne suffit plus d'un simple mot de passe, il faut combiner plusieurs facteurs. Quelque chose que vous savez, quelque chose que vous avez et quelque chose que vous êtes. Par exemple, votre mot de passe, votre téléphone et votre empreinte digitale. Les nouvelles technologies de confiance révolutionnent la sécurité. Les certificats X509, les cartes à puce, les tokens physiques offrent des niveaux de sécurité élevés. Les standards FIDO2 et WebAuthn permettent d'utiliser des passkeys qui remplacent avantageusement les mots de passe. Les systèmes d'analyse comportementale permettent de détecter les anomalies. Si quelqu'un utilise votre identité numérique d'une manière inhabituelle, le système peut déclencher des vérifications supplémentaires. Et surtout, il faut une coopération internationale. Les cybercriminels n'ont pas de frontières. Votre riposte ne doit pas en avoir non plus. Le partage d'informations sur les menaces, la coordination des réponses aux incidents et le développement de standards communs sont essentiels. En tant que décideur, vous avez un rôle crucial à jouer dans cette transformation. Laissez-moi donc vous donner des recommandations principales. Développer une vision stratégique à long terme. L'identité numérique n'est pas qu'un sujet technique, c'est un enjeu sociétal majeur. Impliquez toutes vos parties prenantes dans la réflexion, vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires. Investissez massivement dans la formation. Le succès de l'identité numérique dépend de son appropriation par les utilisateurs. Formez vos équipes, sensibilisez vos clients et n'oubliez pas de vous former vous-même aux enjeux techniques et réglementaires. Renforcez votre souveraineté numérique. L'identité numérique est une infrastructure critique. Développez vos capacités internes et ne la laissez pas entièrement entre les mains d'acteurs privés ou étrangers sur lesquels vous n'auriez aucun moyen d'action. Adoptez une approche réglementaire adaptée. La réglementation doit protéger les droits fondamentaux tout en permettant l'innovation. Adoptez une approche basée sur les risques et prévoyez des mécanismes de révision régulière. N'oubliez jamais que derrière chaque identité numérique, il y a un être humain avec ses droits, ses besoins et sa dignité. Et c'est cela qui doit guider toutes vos décisions. Nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère vous avoir donné les clés pour comprendre les enjeux de l'identité numérique. Le sujet est vaste et laisse encore place à de grandes questions. Comment équilibrer identité vérifiée et protection de la vie privée? Comment préserver l'anonymat en ligne quand c'est nécessaire pour la liberté d'expression? Comment maintenir des alternatives non numériques pour les personnes qui en ont besoin ou le souhaitent, sans discrimination? Nous pouvons tous le constater, l'identité numérique est une évolution technologique qui transforme notre façon de vivre, de travailler et d'interagir en société. Les opportunités sont immenses et les risques à la mesure des opportunités. La réussite de cette transformation dépend des choix que nous faisons aujourd'hui, des choix politiques, techniques, mais aussi éthiques. Nous devons construire une identité numérique qui serve l'humain en protégeant sa dignité, sa liberté, ses droits et sa voix au chapitre. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour d'autres contenus sur la stratégie numérique, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience.
En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers passionnant des systèmes d'information.